Je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry. Mais si, Xav, ça ira. Je te le promets. On va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir. Oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse. Ah non, merde, une fois pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage. Ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde, un coffre. Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans. Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous. Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction? Oh, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. Laissons nos auditeurs la chance de gagner. Salut les auditeurs. Tu parles à qui, là? Ben, aux auditeurs. Mais il y a personne. Oui, mais tu m'as dit de poser la question, alors du coup... Bref, alors, le podcast dont vous êtes le héros vous offre via l'aide de Tin Man Games l'une de leurs applications Fighting Fantasy. À celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial! Tin Man Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité. Ah, alors là, celui-ci, je le loue. Tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry. Ah merde! Le coffre a des dents! Ça s'appelle un mimique. Oh, secours, il me lâche pas! Alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau@tau-central-ceti.org pour essayer de gagner une application Tin Man Games. Me grignoter les fesses. Allez hop, Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 12. Le manoir de l'enfer. Chers aventuriers, bienvenue au 12e podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier, et toujours à mes côtés, Jerry, comment ça va? Ça va tout le monde, salut Xavier. Alors Jerry, ça fait un petit moment, hein, qu'on s'est pas vu, là, quoi de neuf? Ouh là là, plein de trucs, mais surtout en fait, on est en train d'arriver, donc comme tu as dit, à notre 12e podcast petit à petit, et ça fait vachement plaisir. Bah tu sais ce que ça veut dire si c'est le 12e? Je sais pas, non. On a un an. Ah merde! Ah oui, quand on ajoute les chiffres et tout, putain, déjà! Ouais, ça va vite. Hein. Bah écoute, Jerry, je te souhaite un... Mais c'est incroyable! Mais ouais, bah écoute, je te souhaite un joyeux anniversaire. Hein. Bah joyeux anniversaire de podcast, Xavier. Un joyeux anniversaire de podcast, Jerry. Et voilà, notre 12e épisode, c'est notre petit anniversaire, notre podcast. Un an, il est encore tout frais, tout jeune. Et je pense, Jerry, qu'il va énormément évoluer pour cette deuxième année. Ah bah oui, mais attends, déjà un petit peu de rétrospective, quoi. Je veux dire, ça se fête, quoi. Ah, rétrospective. Alors, Jerry, quel était pour toi ton épisode préféré qu'on ait enregistré? Oh, ah bah écoute, c'est celui avec notre comparse Ludovic. Ah, celui où on n'a pas lu des livres, mais on a parlé de l'envers du décor. Exactement, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa, quoi. C'était vraiment très chouette. Bah justement, on va faire un peu plus de choses comme ça cette année. On va essayer d'en faire un peu plus des podcasts. On va voir si on peut pousser à en faire un peu plus qu'un par mois. Donc tout dépend voilà du temps libre qu'on se trouve, mais en tout cas c'est l'un de nos objectifs. Hein. Notre but, c'est de parler toujours des livres, des écrivains et aussi de l'envers du décor, que ça soit jeux vidéo, cinéma, littérature, tout ce qui est en lien justement avec les livres dont vous êtes le héros. Et Jerry aussi de commencer à faire des interviews. Alors j'ai commencé à mailer, je vais pas annoncer de nom, mais j'attends des retours. Voilà, donc ça c'est le truc qui est bien en fait, au fait d'avoir un petit peu de bouteille, c'est que du coup les gens voient que c'est un truc qui roule, et quand on les appelle pour des interviews, ils peuvent être plus intéressés, quoi. C'est ça. Et même quand nous, tu partes de nulle part en mode tiens, je vais lancer un truc, ça va être super sympa, tu vas voir. C'est ça, ouais.
Mais ouais, c'est même pour nous quoi, ça nous sert, ça nous fait de l'expérience, on voit un peu comment on évolue. Je veux dire, je me suis amusé à écouter le premier, je me répète, mais qu'est-ce qu'on est coincé du cul quoi. Je dirais pas ça, je dirais que voilà, c'est les premières fois. Mais ouais, c'est ça. Le temps que ça se mette en place. C'est ça, le moment qu'on comprend. Bref. Bah écoute, en parlant d'évolution, Jerry, je l'ai un petit peu annoncé sur nos réseaux sociaux, hein, sur Internet. Mais voilà, on a fini d'enregistrer notre podcast anglais, le podcast est monté. Là, je suis juste en train de le recouper. Ouais. Mais on a notre numéro 1 anglais. Donc pour les bilingues qui nous écoutent, on fait pas exactement une répétition de ce qu'on en a vécu dans les podcasts français. On fait soit des nouveaux livres, soit on fait les mêmes livres, mais je les fais avec un autre ami ou quelqu'un d'autre, ou Jerry, toujours ensemble, vu que tous les deux on essaye de parler correctement l'anglais. Et donc voilà, donc ça nous permet justement de ne pas recréer en fait une version traduite d'un podcast que l'on a déjà fait. Et en plus de ça, du coup, même ne serait-ce que le faire en fait par différentes personnes, quoi, c'est vraiment un truc sympathique parce que ça permet de démultiplier un petit peu les expériences. Celui qu'on avait fait en anglais, Ludo l'avait fait en français. C'est ça, et toi et moi on l'a fait en anglais. Et nous on l'a fait en anglais et c'était assez drôle en fait de voir que c'était pas du tout le même genre d'approche. Très différent. Hein. Et je crois qu'il y avait du vol plané en continu en fait dans l'aventure avec Ludo, donc. Ah ouais, avec Ludo on n'arrêtait pas de se faire jeter par les fenêtres quoi. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. C'était toujours la même fenêtre où on se faisait. Toujours la même fenêtre. Ça en dit long, je crois. C'est sûr. Bon, ce qu'on aimerait faire, et si le public nous suit en plus de ça, c'est un petit concept de jeu de rôle. Alors un jeu de rôle très spécifique. Hein. Voilà, l'Advanced Fighting Fantasy. Exactement, le jeu de rôle. Vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, donc vas-y. Justement, c'est le jeu de rôle qui est basé sur le système des règles des défis fantastiques. Alors justement, Jerry, c'est pour vivre des aventures, des campagnes ou soit des petites aventures d'une session. Et donc voilà, ça serait d'avoir toi, Ludo, et puis on peut voir si on peut inviter ou ajouter des joueurs à notre équipe et pour faire des petites sessions. Alors bien sûr, ce qu'on veut faire avec Ludo, et on en a parlé dans le podcast tous les trois ensemble, c'est de faire la campagne de sorcellerie. Et oui. Parce que voilà, j'ai réussi à choper le livre, donc la campagne de la Couronne des Rois. Et ça m'a l'air très sympa, surtout que c'est la campagne est basée beaucoup sur des puzzles, des discussions. Il y a pas mal de choses en fait à se creuser les ménages pour résoudre les énigmes. Et après, bien sûr, il y aura du combat. Donc c'est une très bonne moyenne pour une aventure très très sympa. Jerry, on va aussi faire des podcasts un peu plus sur les discussions, voilà, comme je disais, de pop culture, sur les livres dont vous êtes sur les livres dont vous êtes le héros. Le livre dont vous êtes le RH. Le RH. Ouais, je sais, j'ai ma langue qui s'est entortillée. Avant cela, si je voudrais justement qu'on parle d'une chose assez triste, Jerry, mais qu'on rende hommage. Dommage, oui. Voilà, donc récemment, il y a eu le décès de Raymond Almiran Montgomery. Raymond Montgomery, c'était l'écrivain, le créateur en fait de livres-jeux américains qui étaient les Choose Your Own Adventure, qui serait traduit en français par Choisis ta propre aventure. Et c'était un peu sur le même concept du livre d'apprentissage, le système d'apprentissage scolaire qui avait existé il y a très longtemps. Où voilà, on vit une aventure, on lit le livre et on trouve des numéros qui nous amènent à d'autres paragraphes. Donc voilà, on retrouve la même structure que la version anglaise, traduite après en français. Hein. Mais les livres n'avaient pas tout le système jeu de rôle qu'on connaît très bien dans les livres dont vous êtes le héros. Voilà, on n'avait pas d'habilité, d'endurance ou de chance, ni d'armes et équipements, sauf certains livres où on pouvait avoir une arme ou un équipement, mais c'était très très spécifique, hein, c'était pas dans tous les livres, c'était plus en fait des histoires voilà qu'on lisait et qu'on acheminait pour soit des fins différentes ou d'arriver à résoudre ce qui se passait dans le livre. Après, ces livres étaient écrits pour un public un peu plus jeune, contrairement aux livres dont vous êtes le héros. Voilà, les histoires étaient quand même pour pré-ado, peut-être adolescence au maximum. Hein. C'était avant tout des livres voilà qui servaient à un but scolaire, d'apprendre et vouloir et faire aimer à lire. On aimerait lui rendre hommage pour cette création incroyable dans le domaine des livres-jeux. Hein.
Parce qu'il y a eu quand même énormément de livres qui ont été publiés sous son enseigne, des Choose Your Own Adventure. Il y a énormément d'hommages qu'on peut trouver sur Google. Hein. Vous tapez juste Choose Your Own Adventure dans Google Images et vous voyez qu'il y avait une spécification. C'est voilà ce petit cadrage de couleurs qui faisait ce rectangle avec l'illustration à l'intérieur. Le titre avait aussi une façon très spécifique d'être designé sur la couverture. Et voilà, il y a énormément d'hommages où les gens font des versions de Deus Ex ou autres univers fantastiques qu'ils auraient bien aimé avoir en livre-jeu. Et on n'oubliera jamais, je pense. Alors Jerry, qu'est-ce qu'on fait comme sujet aujourd'hui? Alors, on va commencer cette session par un livre qui va vous foutre la trouille. Un livre, vous êtes le pétochard, j'ai envie de dire. Ce n'est autre que Le Manoir de l'Enfer. Ah, qu'est-ce qu'il a été demandé celui-là, hein? Il a été beaucoup demandé. Bon, je réserve mon avis pour tout à l'heure. Je vous dis ça tout à l'heure, mais on l'a fait. On l'a fait. On l'a peut-être pas forcément terminé, mais on l'a fait. Et on vous le livre avec plaisir. Ça nous a vraiment motivé à le faire. Toutes les demandes qu'on a eues, que ça soit par mail, par Facebook. Donc voilà, ça a été un énorme plaisir pour nous de prendre la décision de se dire allez, on le fait. Parce que là, ça ne peut plus attendre. Et puis c'était la saison parfaite. Hein. Là, le podcast sortira en novembre, mais pour nous, c'était la saison d'octobre, hein, donc Halloween. C'est ça. Et c'était parfait. Donc voilà. Jerry, je te propose pour se mettre dans l'ambiance qu'on s'écoute un morceau. Ouais. Alors un morceau pour nous foutre la trouille, pour nous faire comprendre un peu l'univers au quoi on s'attend. Je te propose qu'on s'écoute le titre d'introduction. Le titre qui démarre justement le générique du film Insidious. Donc c'est un film réalisé par James Wan en 2010, c'est un film d'horreur. J'aime beaucoup ce film, moi. Je trouve qu'il est vraiment bien flippant, peut-être qu'il part un petit peu en sucette vers la fin, mais toujours très très sympa. Et ce morceau d'intro fout les jetons, ça fout les chocottes. Jerry, accroche-toi et prépare-toi à chialer.
Alors Jerry, avant de démarrer l'aventure, parlons un petit peu de l'histoire du livre. Alors, House of Hell, traduit en français par Le Manoir de l'Enfer. L'enfer. Voilà. Il a été publié en 1984 par Puffin Books. Encore eux. Voilà, l'écrivain, c'est l'unique Steve Jackson, et il a été illustré par Tim Sale. C'est le 10e livre des Défis Fantastiques. D'accord. Alors, pour parler un petit peu de l'inspiration de ce livre de Steve Jackson. Comment ça, quand il avait 7 ans. Alors, j'ai retrouvé justement un interview avec lui, il raconte justement, voilà, comment tout s'est passé. Donc, quand il avait 7 ans, il était dans sa chambre, c'était la nuit, il était en train de lire un comics d'horreur dans son lit. C'est ces petits livres d'horreur, un peu comme les histoires des contes de la crypte. Ouais, je vois très bien, ouais. Donc, il voulait aller au petit coin dans sa maison, et en parcourant les couloirs pour aller au petit coin, il se retrouva vraiment angoissé et en peur. Et c'est là où justement un de ses amis d'enfance qui était avec lui s'amusa à lui raconter justement des histoires d'horreur en plus. Et voilà, et vraiment de le tenir au sol et de lui raconter des choses où il pouvait pas partir de la pièce et qui se retrouvait angoissé à écouter des histoires bien morbides. J'imagine bien le truc. Tu vas aller faire pipi. Attends, j'ai un truc à te dire. C'est ça. Et voilà. Donc quelques années plus tard, il explique aussi qu'il découvrait une passion pour les films de la Hammer et les classiques des Universal Monsters. Donc les Hammer, tu sais, c'est tous les films où on voit Peter Cushing et Christopher Lee. Qui incarne justement le fameux duo de Van Helsing et Dracula. Oula. Donc il y en avait plusieurs. Dracula. Et puis après tous les films de l'Universal, donc les Universal Monster Movies, ça reste bien sûr le Bela Lugosi qui jouait Dracula. Après voilà, on a le monstre du marais noir, c'est ça en français? Je crois que c'est ça. Le Black Lagoon. Monstre du marais. Ouais, Black Lagoon. Monster of the Black Lagoon. On a The Werewolf, le loup-garou. Toute cette belle ribambelle, des classiques monstres d'Universal et qui sont toujours reconnus aujourd'hui. Je veux dire, ils sont très uniques. Ah, bien sûr, j'ai oublié, mais nul autre que Frankenstein. Avec Boris Karloff, qui a une prestation excellente. Et puis bien sûr, c'est des acteurs qui restent, qui sont même allés jouer dans les films de la Hammer par la suite. Et puis la momie. Voilà. Et justement, Steve Jackson nous explique qu'il voulait aller au cinéma pour voir un film de la Hammer avec, comme je disais, Christopher Lee et Peter Cushing sur la toile d'argent, le grand écran, mais que en Angleterre, c'est très strict l'entrée d'âge au cinéma. Donc pour les films d'horreur, il fallait avoir je crois que c'était 16 ans pour aller voir ces films-là. D'accord. Donc c'était loupé. Ouais. Il explique justement qu'avec ses potes, quand ils sortaient de l'école, ils essayaient d'aller avec des amis qui étaient un peu plus âgés, comme ça ils pouvaient voir s'ils pouvaient se faufiler dans la salle de cinéma. Mais voilà, ils y arrivaient pas. Disons que le vendeur de tickets était, il était sans merci. Un salaud. Oh la vache. Mais tu te rends pas compte qui c'est ce gamin là en face de toi? Il va créer tout un univers. Tu le laisses aller voir ce film s'il veut, d'accord? C'est ça, quoi. Bon sang. Ouais. Quoi de mal? Après, il sera terrorisé, il sera pas perturbé à toute sa vie, mais bon. Non, attends, je dirais pas perturbé, mais ça, surtout que ça va dévoiler l'inspiration créative, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Parce que un jour, il réussit à s'infiltrer dans une salle de cinéma pour regarder l'un de ses films. Et il explique justement que le film qu'il avait vu, c'était une anthologie. C'était un film, avec plusieurs histoires dedans, un peu comme on peut voir dans Metal Hurlant. Ouais. Et c'était un film de la Hammer qui s'appelle Dr. Terror's House of Horrors. Donc voilà, la maison de l'horreur du Docteur Terreur. Et il se souvient que en sortant de cette salle de cinéma, il avait écrit toute l'histoire dans un de ses calepins. Il avait noté toute l'histoire tellement que ça l'avait inspiré. Okay. Et quelques années plus tard, Steve Jackson justement nous écrit, commence à écrire les Défis Fantastiques avec Ian Livingstone. Donc on a la part de Steve Jackson, on a Citadelle du Chaos, Starship Traveler, la grande saga Sorcellerie. Et c'est là, juste après ces livres-là, qu'il commença à écrire son 7e livre, Jerry, donc Le Manoir de l'Enfer. Mais la petite anecdote, c'est que avant qu'il y ait la version complète du Manoir de l'Enfer, dans le fameux livre qui était, on en a parlé dans notre pilote, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire, mais avant que le magazine nommé White Dwarf, que l'on peut trouver aujourd'hui dans n'importe quelle papeterie, avant ça s'appelait Owl and Weasel, le magazine de jeux de plateau, de jeux de rôle et de jeux de figurines. Et dans Owl and Weasel aussi, il y avait des sections qui parlaient des livres-jeux.
comme ça venait de sortir à l'époque. Mais après cela, ça commençait à se diviser, et il y avait un autre magazine qui s'appelait Warlock. Et Warlock, c'était le magazine qui était basé sur les Fighting Fantasy, qui a eu une très courte durée de vie aussi, hélas. Mais voilà, dans un numéro de Warlock, on trouvait la première histoire, donc une version courte du Manoir de l'Enfer. Et c'est par la suite après qu'il y a eu donc la publication du livre, la version que l'on la connaît aujourd'hui, le Manoir de l'Enfer, House of Hell. Et comme je disais plus tôt aussi, donc Tim Sale qui a illustré le livre, était aussi un illustrateur pour le magazine Warlock, voilà le magazine annexe de White Dwarf, exactement. Bah en plus de ça, je sais pas si tu le savais en fait, mais ce bouquin, je crois que ça a été le bouquin le plus censuré de toute la série en fait des Fighting Fantasy. On a censuré en fait des illustrations justement de Tim Sale, dont par exemple une fameuse scène d'une sacrificiée dans une position très suggestive. Parce que je crois qu'on voyait ses tétons, non? Voilà, on voyait un petit peu trop en fait, elle était un petit peu trop dénudée, donc du coup, hop, c'est passé à la trappe. Il y avait, oui, en fait, par exemple, même le titre lui-même, en fait. Alors ça, c'était en Amérique, non? Voilà, en Amérique, exactement. Ouais. On a gommé en fait toute mention du mot hell. Hell, c'est un juron, c'est un gros mot. C'est ça. Donc ça, c'est sûr pour les livres qui sont tout publics, ça saute. Et on s'est retrouvé avec un House of Hades. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de censure sur ce bouquin. House of Hades, ça change un petit peu la signification. Ouais. Pourquoi pas? Non, ça passe. Une tragédie grecque tout d'un coup ou C'est ça, quoi. C'est parti pour 800 pages, allez hop. Et hop, je suis désœuvré. Mais on n'est pas si loin que ça, parce que bon, vu le pathos qu'on se tape en fait. Ça. On y viendra plus tard. Mais on va y venir, effectivement. Jerry, parle-moi justement de... il y a quelque chose de très spécifique à ce livre, parce que justement, il se situe pas dans l'univers de Titan. Oui, pour une fois, en fait, on change, mais même pas juste de Titan, en fait. On change de l'univers des filles fantastiques habituels, dans le sens où on n'est pas dans un monde féerique et plutôt type féodal, quoi. Là, on est vraiment dans un monde contemporain, sur Terre, voilà, dans une ville qui pourrait être la petite ville pas très loin de là où vous habitez. Voilà, dans un univers vraiment très très contemporain. Pour ceux qui ont vu la série Evil Dead, je pense que vous pouvez vous situer tout à fait en fait de quel genre d'ambiance on parle, quoi. C'est la petite cabane ou le grand manoir perdu dans un coin de la forêt sombre, abandonné, avec une petite route qui y mène, que personne n'emprunte plus pour X raisons, parce qu'il se passe des choses bizarres. Ça. Voilà, c'est vraiment donc un vrai chef-d'œuvre des livres de jeux en fait en tout genre, car il est très réputé. Voilà, il a été répété, mais il se démarque complètement du reste, et il a donné une vraie lignée en fait à tout un tas d'autres jeux en fait contemporains qui se démarquent du coup des univers fantastiques pour de l'univers contemporain, et j'ai envie de dire aussi pour les univers futuristes. C'était un très très bon point de départ. Il a été réédité en plus il y a quelques années. En 2002 pour être exact. Et il est considéré par les fans comme en général l'un des préférés de la saga. Ah ça, tu vois, franchement, je suis pas étonné. Non pas parce qu'on a reçu beaucoup de mails pour le faire, mais tu vois, ça joue un petit peu là-dessus. Je savais que ce film était ouais, parce que quand on lit, on y est complètement plongé dedans, quoi. Mais ce livre, c'est quand même un livre très très reconnu par pas mal de sites web, par pas mal de communautés. C'est pas petit préféré, c'est. Non, il est vraiment très très souvent cité, quoi. Alors Jerry, en regardant cette couverture magnifique, une grande inspiration Lovecraftienne, je trouve. Ah, je trouve aussi, on est entre la bête, le démon, on ne sait pas trop si c'est un être humain qui s'est fait posséder ou si c'est une incarnation qui vient se jeter à la figure du lecteur. Encore que quand on voit un truc comme ça, on se dit je vais peut-être pas rentrer dans cette baraque. Mais voilà, elle est vraiment magnifique et elle donne vraiment le ton sur les perfidies psychologiques dont on va avoir l'accès dans les pages, quoi. Ouais. Moi j'aime bien ce
ce décor en arrière-plan là qui a l'impression de pousser comme de la vase, de la glu, quelque chose de très très maléfique, vivant, qui n'est pas supposé l'être. C'est vraiment voilà, c'est de la fantasmagorie pure. Ah, ça a bien dit, c'est ça, c'est fantasmagorie. Voilà. On y est, et c'est pas celle qui va vous faire vous coucher avec des petits papillons dans les yeux. Nous plongeons dans la chair du mal. Voilà. Alors prépare-toi justement à être hanté ce soir, Jerry. Ah non, moi je l'ai déjà donné. Ça suffit maintenant. Je veux qu'on arrête. Vous écoutez le LPDVELH. Règles et synopsis. Alors Jerry, je te propose qu'on discute maintenant, voilà, des règles et du synopsis du livre. Les règles qui sont très particulières. Alors, on garde les règles classiques des défis fantastiques, que ça soit justement les points d'habilité, d'endurance, de chance, à l'exception d'un nouvel attribut, un système unique intitulé la peur. The fear. Voilà, le mécanisme de règle qui permet de faire ressentir aux joueurs l'angoisse que projette le livre. Oui. Et ça permet, Jerry, d'infuser son côté épouvante. Bah, en fait, c'est vraiment ça. C'est un système de comptabilisation de ton état émotionnel, j'ai envie de dire. Je pense que certains psys seraient très contents d'avoir ce système pour pouvoir évaluer leurs patients. Du coup, en fait, avec ce score en fait maximal, qui est défini par les dés, par un jet de dés, en fait, comme les autres attributs, on commence donc son aventure à 0 point. Et au fur et à mesure, en fait, des rencontres ou des aventures, des mésaventures, j'ai envie de dire, en fait, auxquelles on se retrouve confronté, au fur et à mesure du bouquin, ce score va augmenter. C'est ça, et c'est peut-être la chose unique qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit toujours plus souvent ces scores descendre qu'augmenter. Et là, en fait, c'est une jauge qui monte. Et la jauge, une fois remplie, une fois qu'on est à fond et qu'on tape en fait dans le maximum, indique que on sombre dans la folie. On meurt d'effroi. On meurt d'effroi. On meurt de peur. Aïe aïe aïe. Évidemment, c'est un truc, tu vois, c'est pas un truc qui descend, quoi, la peur, quand on est confronté à tout le temps à des événements incroyables. C'est un truc qui monte crescendo, et ce compteur est là pour le poser en termes de règles de jeu et de points. Alors, une chose aussi intéressante, Jerry, sur les règles, j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est qu'on commence l'aventure sans armes. Oui, évidemment. C'est à nous de trouver des armes justement, et tant qu'on n'a pas d'armes, on a une pénalité justement sur notre habilité de se battre, exactement. Parce que comme on joue dans un monde contemporain et que jusqu'à preuve du contraire, dans les modes contemporains, on n'est pas tous les jours à se battre contre des hordes de zombies, de sauvages, de barbares et de voleurs. Je sais pas pour toi, mais moi je suis bien occupé les week-ends. Oui, effectivement. Mais bon, voilà. Mis à part toi, la plupart des gens ont une vie assez peinard et ne se baladent pas avec une batte de baseball, un flingue ou un cutter. On n'est pas dans l'univers Mad Max? Bah oui, mais non, pas encore. Ça c'est pour le prochain épisode. Oui. Donc on arrive un petit peu les mains, pas les mains dans les poches, mais un peu les bras ballants en fait dans ce manoir. Et donc du coup effectivement il va falloir qu'on se débrouille pour trouver une arme, de quoi se défendre, et ça nous fait commencer aussi directement dans une ambiance un peu inquiétante, quoi. C'est un petit peu comme les films en fait, tu sais, les films d'horreur où tu sais qu'il y a un groupe de jeunes qui se retrouvent dans une baraque perdus, isolés, et qui vont tous mourir l'un après l'autre, sauf que là on est un. Ouais, c'est ça. Tout seul. Mais c'est un énorme changement pour les défis fantastiques. Bon, c'est vrai que il y a pas longtemps, vu sur tablette, il y a eu Blood of the Zombies, si je me trompe pas, qui est aussi un autre défi fantastique qui est contemporain. Mais voilà, à l'époque, c'était c'était vraiment une différence énorme dans le reste. Thierry, qu'est-ce qu'on rencontre piégé dans cette maison? Il y a tout le bestiaire, les zombies, les squelettes, les vampires, enfin voilà quoi, tous les trucs bad qui peuvent exister ou ne pas exister vont se retrouver dans un colloque général dans cette maison, quoi. C'est un petit peu comme le Rocky Horror Picture Show, mais il y a pas Rocky, il y a que des horreurs. Et puis il y a pas l'humour. Et il y a pas l'humour. Voilà, il y a que de l'angoisse. Non, ils sont pas très drôles effectivement. Voilà, ils cherchent juste à nous manger. C'est ça. Alors Jerry, le synopsis. Alors pour commencer, commençons au début de l'aventure. Voilà, on se retrouve
avoir survécu à un accident de la route. Et la galère commence. Voilà. Donc on voyage jusqu'à la maison la plus proche où nous sommes invités. Et nous, le joueur, on découvre une maison qui est la maison de Satan. En tout cas, qui est peuplée d'adorateurs de maléfiques, du mal et d'un monstre. Alors, ce qui est sympa, Jerry, c'est à cette introduction quand on nous raconte, on lit l'accident de voiture. Steve Jackson avait dit qu'il était inspiré aussi par un film de la Hammer où on voyait une main qui tu sais, comme la chose, machin, je crois, dans la famille Adams. Non, le cousin machin, c'est celui qui a des poils jusqu'à plus. Ah, c'est la chose, c'est ça? C'est la chose. La chose, qui justement, qui faisait peur à quelqu'un et qui l'a fait dévier sur la route. Donc voilà, il s'était inspiré justement d'un film de la Hammer pour ce paragraphe d'introduction à l'histoire. D'accord. Donc j'aime bien, tu vois, cette aventure, on sent, voilà, à 100% l'inspiration Hammer, en fait. Et moi, au début, je pensais que c'était plus une inspiration Lovecraftienne, mais c'est plus une inspiration Hammer, donc le classique de l'horreur de la Toile d'Argent. Ce qui est très très sympa, hein. Et voilà, après, c'est clair qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous font penser indirectement à Lovecraft. Oh, oui, moi j'aurais vraiment plus parié sur cette inspiration-là, donc je suis content de l'apprendre que il y avait pas que Lovecraft. Jerry, le gameplay. Comme on l'a évoqué, ça reste quelque chose de très très classique pour le reste des GD, des attributs. Donc je dirais que voilà, le jeu se base sur deux choses. Faut pas mourir, donc faut garder son score d'endurance le plus haut possible. Ouais. Mais en même temps, voilà, on a une autre jauge à garder, à prendre en compte, c'est sa jauge de peur, qu'elle, il faut l'empêcher de monter le plus possible. Bon, maintenant, il faut dire que le livre le dit lui-même, dans les premières pages, la couleur est annoncée, il y a un chemin. Il y a un chemin pour traverser la maison, je dirais, sans trop d'encombre. Mais il va falloir essayer, se confronter aux différentes solutions, aux différents pièges, aux différents personnages, pour essayer de s'en sortir et trouver quel est ce chemin, quoi. Donc, on va être amené effectivement à rejouer pas mal de fois l'aventure jusqu'à trouver les choses à éviter et les choses à faire, en fait. C'est vraiment je trouve que c'est un livre assez difficile, je trouve, hein, quand même. Oui, pour moi, c'est clairement un des livres les plus durs, quoi, que j'ai pu y jouer. La preuve étant que j'ai pas réussi à le terminer. Et c'est ça qui est sympa, c'est cette difficulté de Steve Jackson à vouloir un peu fixer la barre assez haute, mais en même temps, ça devient pas exaspérant. Il y a quand même ce côté, on persévère et on découvre toujours quelque chose de nouveau à chaque jeu. Et oui, ça je suis d'accord. En fait, la difficulté est bien dosée dans le livre. Alors Jerry, avant qu'on commence l'aventure, on commence à échanger justement ce que l'on a vécu dans le livre, je te propose d'écouter un morceau qui nous a été référencé par l'un de nos auditeurs. Ah, cool. Qu'est-ce que c'est? Alors, le morceau s'intitule Pictures at an Exhibition, The Gnome. Et le morceau est composé par Mussorgsky. D'accord. Et c'était qui exactement, l'auditeur en question? C'était Constantin. Eh bien, écoute, merci Constantin. Merci beaucoup. Il nous a fait un excellent mail, hein, avec pas mal de propositions. Et voilà, merci encore Constantin. Très très sympa cette liste. Et là, je trouve que c'est un morceau qui va nous mettre encore une fois parfaitement dans l'ambiance, Jerry. On s'écoute ça.
Jerry, il est temps pour nous de discuter de l'aventure. Alors Xavier, on y est, on rentre dans le vif du sujet. Comment a débuté ton aventure? Bah écoute, pour moi, tout commença mal. Sous la pluie, je me retrouve à grimper en dehors de la carcasse démolie de ma voiture. C'est le drame pour moi, Jerry, tout seul. Et voilà, je sors, je commence à marcher sur la route, et au loin, je repère une maison. Et voilà, où je vois un petit peu d'éclairage qui est visible depuis son entrée principale. Jerry, avant de frapper à la porte, je décide de faire un tour, juste pour être sûr de ne pas être tombé chez la famille de Leatherface. Pourquoi? Ils sont très bien, ces gens. C'est ça, c'est cela. Voilà, mais ils ont un certain fétiche, mais bon, voilà. Je veux dire, personne n'est parfait. Ouais, enfin, de toute façon, je sens très clairement qu'un destin néfaste m'attend, Jerry. Tu rentres ou tu rentres pas? Bah écoute, je décide d'observer à travers une fenêtre déversant sur une cuisine. Et là, je vois deux hommes qui discutent d'un rituel de passage. Et j'ai l'impression, franchement, qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant. C'est du bizutage. Oh, peut-être. Mais bon, comme c'est une cuisine, je suis sûr qu'ils parlent du temps de cuisson d'un gigot, et non d'autre que des choses plutôt eldritch. Ah, tu es bien naïf. Alors, qu'est-ce que tu Toujours fais, se méfier des gens qui font des inquiétations dans les cuisines. Toujours. Est-ce que tu allais frapper à la porte directement, ou est-ce que tu as fait un petit tour? Ah non, moi je suis allé frapper à la porte directement. Attends, il fait froid, il pleut, je viens de me prendre un truc dans la... je viens de me prendre un choc dans la gueule après que ma bagnole se soit éclatée sur la route. Je cherche un téléphone, quoi. Donc non, c'est ça. Alors, pour les joueurs qui n'ont pas fait l'aventure, à savoir que l'accident de voiture, c'est vraiment le début, c'est inévitable. Voilà. Alors Jerry, moi je suis allé frapper à la porte. Et je pense qu'on a fait tous les deux la même chose. Hein. Voilà, on a été invité dans la demeure par le majordome. Et en attendant qu'il aille chercher le maître de la maison, moi, on a le temps justement d'observer, si l'on choisit, on peut observer un petit peu des fresques et des peintures qui se trouvent sur le mur. Pendant qu'on attend que l'hôte de la maison arrive. Exactement. Et alors, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ben, moi, je me suis relaxé, j'ai pris un petit verre de brandy, histoire de me calmer un petit peu, quoi, en fait. Toi, tranquille, pépère, très bien. Comme t'as raison. Après un accident de voiture, il y a rien de mieux. Hein. Ah oui, il faut se calmer un petit peu, quoi. C'est ça, on se calme les nerfs. Hein. Ah. Bah écoute, moi j'en ai profité pour observer une des trois peintures sur le mur, un portrait. D'accord. Et donc j'avais le choix entre une jeune femme, un homme et une vieille dame. Alors je prends tout de suite. La vieille dame. Je prends inspiration des légendes grecques. Tu sais, toujours les vieilles dames, ce sont toujours les belles dames qui sont sous une peau de vieille dame, pour justement pouvoir si le héros est de cœur pur, honnête, ou justement si c'est que l'ego et la récompense qui compte. D'accord. Donc toi, tu t'inscris tout de suite dans la lignée d'une tragédie grecque. Ok, c'est bien parti. Merde, j'ai même pas pensé. Tiens. Alors voilà, j'observe le tableau de la vieille dame et son visage commence à bouger. Bien sûr, je gagne des points de peur. Ça commence mal. Par contre, elle me prévient qu'il y a des choses horribles qui m'attendent, mais que rien n'est perdu si je trouve l'homme en gris. Oh, génial. Okay. Superbe conseil. Alors, tu vois, ça c'est le genre de truc, je comprends pas. La nana, elle vient pour t'aider, mais d'abord elle te colle une frousse de tous les diables. C'est ça. Mais n'aie pas peur. Tout va s'arranger. Bah, ça commence mal, hein. Imagine si jamais tu as un mauvais score, en fait, de peur, tu meurs dès le premier truc, en fait, dès le premier machin, tu meurs de peur. Bah, tu sais que ton score, c'est quoi? Tu ajoutes, tu roules un dé, tu ajoutes 6, c'est ça? C'est ça. Ouais. Devine ce que c'était mon premier jet de peur. Non, j'en sais rien. 1. J'avais 7 points de peur, pas grand chose, hein. Après, c'est bien, j'ai pu faire 5, donc ça va un peu mieux. Mais bon, voilà, je suis mort assez rapidement dans ma première lecture. 7 points de peur, tu vas pas loin. Une porte grince en s'ouvrant. Ah! Bah, le truc, c'est que des fois, t'es obligé d'aller à des endroits où tu vas gagner des points de peur. Oui, donc ils sont inévitables, donc il faut vraiment prévoir déjà à l'avance, voilà, un nombre de points de peur restants pour accomplir l'aventure. Ce qui est pas facile, hein. Alors toi, tu as bu le brandy? Eh bah oui. Moi, je suis un peu parano, moi je refuse de boire le brandy. Mais pourquoi? Non. Voilà, et en fait, je me retrouve à stresser. En fait, je comprends, parce que, en même temps, comme moi, j'ai pas fait le tour de la maison histoire de me foutre la pétoche. Moi, j'y vais, en fait, en ne sachant rien de tout ça. Ah oui, moi, cool. je sais ce qui se passe déjà là-dedans, moi. Je suis content, quoi. Donc voilà, il me trouve un peu trop nerveux, donc je fais mauvaise image au maître de la maison, et après, donc, il me propose de rester dîner.
Non, là, par contre, je suis pas con, je choisis de rester pour dîner. D'accord. Je me dis, bon, il faut que je m'infiltre, il faut que je me tire au plus vite. Voilà. Alors, toi, qu'est-ce que t'as demandé au chef comme préférence de plat? Du vin rouge, et du canard ou, de l'agneau. Alors, t'as pris le cagneau, le cagneau. L'agneau ou le canard? C'est ça, j'ai fait bon, écoutez, je sais pas, vous me faites chier à devoir choisir. Donnez-moi du cagneau. Un peu des deux. Un peu des deux, un peu de canard, un peu d'agneau, du cagneau. Moi, j'ai pris le mouton et un verre de vin rouge. D'accord. Alors, on a le choix, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, on a le choix des plats qu'on prend. Je sais pas si ça change quoi que ce soit, franchement. Ah bah, t'as pris quoi, le canard ou le mouton? Le canard. Ok, moi j'ai pris le mouton. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Bah, rien de particulier, okay. En fait. Moi, on m'a dit qu'il était succulent, le mouton, en fait. C'est ça, exactement. Ok. En dessert, moi, je me suis pris du fromage et un café. Ouais, enfin, comme je suis pas trop fromage, j'ai pris le fruit et le brandy. Je sais pas pourquoi, Jerry, mais je sens que le pire m'attend. Ouais. Pourquoi il me retarde à utiliser le téléphone? Ouais, c'est ça. non, reste, mangez, continue, mange. C'est ton imitation de Bela Lugosi, c'est ça? C'est ça. Bah, écoute, après cela, moi, il y a Lugosi qui m'invite justement à rester chez lui. Mais bon, c'est en levant de table que je commence à perdre l'équilibre et me voilà au sol inconscient. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est hop, boum. Moi, j'ai essayé de m'enfuir en fait. Tu tires? Bah oui, attends. Alors raconte. J'ai essayé de m'enfuir et du coup, pour le faire, en fait, j'ai dû péter une porte. Ah ouais, la vache. Ah bah attends. Mais attends, tu prends un fruit du brandy, tu je me casse. Mais en même temps, il dit mais reste, c'était bon. Comment mais attends, mais tu bois son brandy. Est-ce que tu te sens bien? Je vais mais ouais, mais OK, c'est bien, mais il est temps de partir. Mais pourquoi? Juste parce qu'il t'a demandé de rester? Bah oui. Non, parce que j'ai essayé de rester et qu'il voulait m'en empêcher, surtout. Ah, ok. Bah dis donc, ouais, parce que là, ça tourne d'un coup, toi. No way, man, no way. Le mec, il est excentrique, quoi, l'air d'un coup. Ah, c'est bon, je m'arrache, mais je m'arrache en colère, quoi. Je défonce une porte. Y'en a marre. C'est ça. Moi, je suis suspicieux pendant tout le truc, et après, c'est en me levant de table que je me casse la gueule. Merde, empoisonné, quoi. Enfin, endormi. Pas de chance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que tu défonces la porte? J'ai pas réussi en fait. Et quoi, à défoncer la porte? Bah non. Qu'est-ce que tu crois? Tu t'es mangé et ça t'a assommé? Donc je me fais mal en fait. Du coup, en essayant de défoncer la porte, elle est beaucoup trop forte. Enfin, elle est beaucoup trop forte. C'est pas, il s'est battu contre moi, mais bon, elle est beaucoup trop résistante quoi. Et du coup, j'essaye de me cacher en fait. Ok. J'essaye de me cacher. Et à ce moment-là, en fait, surgit un type, en fait, le type avec, comment on appelle ça en français, un bossu. Ouais. Le bossu, donc, et je commence à me battre contre lui. C'est contre lui que je me bats, pas contre la porte. Ah ouais, quand même. Et qu'est-ce qui se passe, vas-y, ouais. Bah, en fait, bon, je pense que là, quand on le dit comme ça, tu imagines des trucs épiques, genre tu te bats avec des coups de poing, des retournés, des machins, mais en fait, je pense que c'est plutôt un genre de bagarre de cours d'école, quoi, contre un bossu. C'est pas vraiment, ça doit pas être vraiment super glorieux. Genre, on a dû rouler par terre, se donner 2-3 tapes, et quand tu arrives à le, ah ouais, quand même, à suffisamment le violenter, en fait, tu peux le forcer à répondre à tes questions. Ah. Et donc, du coup, je lui demande, en fait, qui sont les gens dans la maison, ce genre de choses, quoi. J'essaye d'obtenir des renseignements. Et toi, donc, du coup, comment ça se passe de ton côté? Moi, je me réveille un peu plus tard, où je me retrouve les mains et les pieds attachés. Ah ouais, d'accord. Par contre, je peux me lever du lit où je me retrouve, et je suis dans une toute petite chambre. Et là, je vois justement qu'il y a une fenêtre. Donc, je tente ma chance et je décide de briser la fenêtre pour pouvoir me procurer un bout de verre, pour me délivrer justement des nœuds. D'accord. Je réussis mon jet de chance. Okay. Sans me couper, voilà, j'arrive à couper les cordes avec le bout de verre et je commence à me balader dans le rez-de-chaussée de la maison. Je commence à explorer les couloirs de droite à gauche et je tombe sur une pièce qui s'appelle Azazel. Alors ce qui est intéressant, 3/4 des pièces ont des noms. C'est ça. Donc voilà, j'ouvre la porte d'Azazel et dedans je découvre un sorte de labo d'alchimiste. Exactement, avec des... bah oui, en fait, c'est l'endroit où je suis allé juste après avoir violenté mon petit... Ah, mais ça c'est intéressant, donc tu t'es débarrassé de lui et après tu t'enfuis dans la maison. C'est ça. Ah, et donc moi il y a ce côté... Ah, c'est intéressant parce que toi, en fait, on te recherche pendant que moi, on croit que je suis toujours enfermé dans la salle. Toujours enfermé, c'est ça. Ah, c'est intéressant, ça.
Ah, ça change en fait, ça change toute l'émotion du livre parce que moi je le jouais stealth. Ah bah oui, mais non, moi je le jouais en mode parano. Ouais, en fait, toi tu cours dans les couloirs, pendant que moi j'essaye d'être évité, d'être vu par les. Ah, ça c'est vraiment intéressant sur l'écriture. C'est ça. Bah moi je l'ai vu un petit peu comme je le voyais vraiment comme The Shining, tu sais, quand tu cours, enfin quand la caméra se balade entre les couloirs. Ouais. Il y a pas une grosse Bien sûr. Vague de sang qui m'est tombée sur la gueule, mais c'était vraiment comme ça que je le voyais. Tu sais, quand le gamin il roule en fait avec. Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà quoi, ça me Tu sais, Xavier, tu connais le Shining Voilà, je vais t'apprendre un truc génial, ça s'appelle le Shining, tu vois, c'est un film, mais il faut trop que tu le vois parce que je sais que t'es un inculte et que ce genre de choses tu ne connais pas du tout. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est juste ce moment de Shining, rien que pour le préciser, hein, qu'on se partage ce petit moment, Jerry, avec nos auditeurs, le fameux moment où l'enfant est sur son petit tricycle et qui roule de tapis sur le bois et le son que ça fait. Super Steadicam, super. Le mec qui connaît la Steadicam, il était très très bon. Alors écoute, voilà, j'ouvre la porte, on retourne dans l'univers, hein, donc j'ouvre la porte et je découvre donc voilà ce labo d'alchimiste. Qu'est-ce que je peux faire? Bah plusieurs choses, mais je décide donc d'ouvrir l'un des placards qui se trouve dans la chambre et je découvre un ouvre-lette qui ressemble à une sorte de dague. Et donc voilà, je me trouve ma première arme à main. Donc voilà, et je peux l'utiliser comme une dague cet ouvre-lette. Voilà, je sors de la salle, je vois des ombres de deux personnes qui arrivent dans le couloir. Alors j'essaye de pas faire de bruit et j'essaye, voilà, je vais dans l'autre sens et je tombe sur la Dame Blanche, fantôme. Ah oui. Et elle me demande de la suivre. Qu'est-ce que je fais, Jerry? Je lui fais confiance? Mais ouais. Bah pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Je m'aperçois rapidement, qu'en la suivant dans une chambre, que j'ai bien eu raison. Elle explique en fait que la maison appartient à un prêtre noir de la nuit, Kelnor, Earl de Drumer. Et je suis justement le m'étonne qu'il soit devenu prêtre noir de la nuit. Ah oui, comme les drummers, les elfes noirs, les Dunmer. Bah écoute, en fait, elle m'explique que je suis le sacrifice pour le démon de l'enfer, mais pour ce soir. Mais pour ce soir seulement. Voilà. Ne vous en faites pas, demain ce sera quelqu'un d'autre. C'est ça. Torturé jusqu'à la fin des temps. Aïe, mon Dieu, pauvre moi. Mais elle m'explique une chose assez intéressante, c'est qu'il y a une jeune infirmière qui va servir de sacrifice. Et c'est à moi de jouer pour la sauver. D'accord. Ou je peux m'enfuir, mais voilà, et où se trouve le mérite dans ce choix? Donc je décide justement d'être le héros, parce que voilà, c'est pour ça qu'on lit le livre, hein, c'est pour s'amuser. Et ma quête, elle m'explique, c'est de trouver un couteau sacré qui se nomme le Chris. C'est ça, un couteau cérémoniel. Voilà, et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des spectres Doberman ou des chiens qui commencent à déchiqueter le fantôme en 1000 morceaux. Tout ça devant moi, pour bien me traumatiser. Superbe image. Et voilà, et donc voilà, si je trouve enfin ma quête, mon aventure, mon fil rouge. Moi, j'aime beaucoup en fait parce que tu vois, t'es là, tu te fais alpaguer par un fantôme qui dit tiens, voilà, il y a une nana à sauver, mais c'est pas grave si jamais tu ne la sauves pas, au moins tu pourras te sauver parce que sinon tu vas être sacrifié. Et dès qu'elle a fini son truc et qu'elle te dit est-ce que t'as bien tout compris? Oui. Et hop, il y a un triplé de klebs qui se jettent dessus qui en font leurs 4 heures. Assez flippant, hein. Ouais, c'est assez flippant. Non, mais j'imagine bien le truc, genre, mais si jamais tu fais, oui, mais attendez, j'avais une question quand même, et les klebs qui s'arrêtent, et genre, ah putain, fais chier. Et là, qu'est-ce qu'elle est ta question? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Ils sont non, trop tard. D'accord, c'est tout? Ouais, c'est tout. L'horreur. Alors Jerry, toi aussi, donc tu l'as rencontré, c'est ça? Oui, effectivement. Ok. Bah écoute, moi je continue à fouiller l'étage. Sauf que moi, je ne suis pas pour un héros, et je me suis dit, bon, tant pis pour elle. Et tu te tires, quoi. J'ai essayé de me casser. Ok. Alors Jerry, bah voilà, de même. Alors moi, je fouille casse du rez-de-chaussée. Et elle a pas de nom, celle-ci. C'est rayé. Et en rentrant, je vois qu'il y a donc un coffre sur une table de nuit. Petit coffre bijou, on dirait. Et voilà, une fenêtre avec des très grands rideaux. Et en observant les rideaux, je vois qu'il y en a un qui bouge. Alors j'ai le choix de faire un peu qu'est-ce que je veux faire, aller voir le coffre, le rideau. Je me dis bon, s'il y a quelqu'un qui se cache derrière le rideau, je préfère l'abattre tout de suite avec mon ouvre-lettre. Je préfère l'abattre. J'ai pas envie de traîner, tu vois. J'ai pas envie de perdre du temps. Autant l'abattre tout de suite. Bah, faut pas qu'il parle, quoi. Faut pas qu'il parle. Voilà. Alors, je m'en approche. C'était moi le bourrin et c'était toi le sale.
Alors écoute, je m'en approche et je commence à faire mon investigation. Et à ce moment-là, le rideau s'ouvre grand, hein, la chose derrière qui se révèle, et c'est un zombie. Oh non. Voilà, il sort pour m'attaquer. Je t'admets que j'ai un peu de mal à me battre, mais j'arrive à ses fins. Bien sûr, je gagne des points de peur. Ah bah oui. Donc voilà, une fois qu'il est abattu au sol, ce tas de chair ambulant avec cette puanteur pas possible, je découvre en fait je retourne vers cette petite boîte et à l'intérieur, elle contient une clé qui me permet justement de sortir de la pièce où la porte apparemment je découvre qu'elle s'était fermée derrière moi. C'est un piège à zombies. C'est ça. Alors je continue à me balader au rez-de-chaussée, et je découvre une autre salle où quelque chose de très bizarre se produit. Voilà, il y a une fenêtre, et dans un coin très spécifique de cette fenêtre, il y a un endroit où la pluie ne s'abat pas. C'est assez intéressant, je m'approche pour voir pourquoi il y a ce atmosphérique, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et je découvre en fait qu'il y a un message secret. Donc ce message, bien sûr, doit être entouré de magie, hein, pour que ça se passe, pour qu'il y ait cette chose-là spécifique qui se produit. Et c'est là où il y a écrit Mordana dans Abaddon. C'est ça. Et voilà, je me dis bon, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, je note et je continue ma progression. De même, toi aussi? Tout à fait. Bah pour l'instant, on a fait un petit peu la même chose. Ouais, parce que c'est un peu linéaire. On doit retrouver ces indices, bien sûr, pour arriver vers la fin de l'aventure. Ah, alors parce que là, en fait, mais moi, j'ai fouillé en fait dans la pièce. Il y avait de l'ail et une dague que j'ai pu récupérer. Ah, l'ail c'est toujours important, surtout quand il y a des vampires autour de nous. Et donc du coup, la vieille dame. Donc, moi, je rencontre une vieille dame qui est dans son lit et on dirait qu'elle est en train de mourir. Ah oui, d'accord, oui. Okay. Donc j'essaie d'attirer son attention et c'est là où elle me dit est-ce que tu connais mon nom? Alors je lui dis justement vu qu'il y a Mordana dans Abaddon, je me dis bah Mordana. Justement elle me révèle que c'est bien elle, donc je peux lui poser des questions. Des questions. Oui. Et je lui demande justement est-ce qu'elle peut m'expliquer des choses et elle me dit que le mot secret du passage c'est meurtre. D'accord. Alors Jerry, par la suite, en fait, je décide justement que j'ai assez fait le tour du rez-de-chaussée et je trouve l'escalier qui m'emmène vers la cave, hein, parce que c'est pas trop une cave, c'est quand même une grande structure. Hein. Alors Jerry, justement, je tombe dans une pièce où je vois 2 fauteuils vers une cheminée. Il y a du brandy, une lettre posée et il y a une sorte de quelque chose d'horrible accroché au mur qui a une sorte de tête de bélier, tu sais, squelettique accroché comme un trophée. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a du brandy, j'en profite pour piquer du brandy. On sait jamais, peut-être que ça va me servir. Et à ce moment-là que je prends le brandy, il y a la cheminée, des flammes qui sortent de la cheminée, qui sont des petits démons. Ah. Et qui commencent à s'avancer vers moi. Alors je peux soit jeter du brandy sur eux ou reculer. Le brandy c'est de l'alcool, je pense pas que ça va ça va peut-être les agrandir. Donc je décide de ne pas faire et je recule. Et en reculant, je me retrouve scotché au mur, hein, de la salle, mais là où il y a un pot de fleurs. Alors s'il y a un pot de fleurs, il y a de l'eau dedans. Et je les arrose de l'eau du pot de fleurs, ce qui permet de les dissiper. Et là, je commence à regarder la tête de cerf qui est sur le mur, et je vois qu'il y a un bouton dessus. Alors je sais que c'est un peu débile, mais je décide d'appuyer sur le bouton, peut-être que ça va relever un passage secret où j'ai besoin justement, du mot secret, meurtre. Ouais. Alors j'appuie sur le bouton et c'est une trappe qui me fait glisser dans les oubliettes du manoir de l'enfer. Alors voilà, je me retrouve au sous-sol niveau 2. Et toi, Jerry, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, donc effectivement, en fait, moi j'avais trouvé mon oignon et ma dague. Je me suis un petit peu baladé dans la maison en fait, en cherchant des trucs. Je suis aussi passé par cette porte où il y avait pas qui était rayée quoi, qui n'avait pas de nom. Sortant de cette chambre, moi je suis pas tombé sur le zombie, du coup je suis un petit peu triste. Comment est-ce que tu peux être triste de pas avoir rencontré de zombies? Ah bah oui, mais j'aurais bien aimé. Quoi? On aurait parlé, on se serait battu. Ah oui, bah toi t'es le combattant, c'est ça, du manoir? C'est ça. Et donc je suis rentré donc dans la salle à Abaddon où se trouve effectivement Mordana. Et donc je lui parle. Bon, il me fait un petit peu peur parce que je la réveille, un petit peu en sursaut, j'ai envie de dire. Et donc du coup, pareil en fait, je lui pose la question quoi. Et donc elle me raconte le fait qu'il y a une salle secrète dans la maison. Et donc du coup, j'apprends qu'il y a une porte secrète derrière l'escalier. Les escaliers. L'escalier du sous-sol. Du sous-sol, voilà. Ça c'est très important, ça. Ouais. Je me balade.
Je continue à me balader. Je prends le brandy aussi. En fait, on tombe sur l'hôtel. Donc t'as rencontré les flammes aussi. Donc j'ai rencontré les flammes aussi. T'as pas balancé ton brandy, toi? Non, du tout. Reculer contre le mur, j'imagine la même chose. Et donc du coup, je sais plus. Je crois que je suis mort à ce moment-là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé de peur? De peur, il me semble. Ah oui, c'est ça. Je suis mort de peur en ayant appuyé sur le bouton. Ah oui, parce qu'on perd quand même 3, enfin on gagne 3 points de peur si je me trompe pas. Je sais plus exactement, je crois que j'avais plus assez de points, en fait. Oh non. Enfin, plutôt j'en avais trop, plus exactement. Ah. Parce que voilà, je m'étais fait quand même pas mal de... Je crois que c'était ça en fait, c'était le fait de réveiller Mordana en fait, il y a un petit peu la trouille. Et ça, c'était le petit truc qui a fait déborder le vase, quoi. Ouais, c'est très difficile de gagner l'aventure. Les points de peur, on en gagne pas mal. Hein. Comme je disais plus tôt, il y a des moments où on est obligé d'en gagner. Hein. C'est ça. Ouais, c'est marrant, je suis mort aussi à cet endroit-là, moi, l'une des lectures dans cette trappe. Ça semble très très con en fait, parce que effectivement, voilà, tu appuies sur un bouton, tu tombes. Ok, t'as les boules, mais te dire que c'est les chocottes qui t'ont tué et non pas la chute. Ouais. Voilà quoi. Bah ton cœur peut pas, ton cœur a éclaté quoi. C'est ça. Enfin voilà. Bah écoute, c'est là à ce moment-là où moi je décide de me cacher derrière une porte car le majordome arrive pour voir ce qui se passe dans cette salle. Le fameux. Voilà. Alors il sait bien sûr que je suis là, donc je décide de sortir de la trappe et de discuter avec lui. Peut-être qu'il peut m'aider. C'est que le majordome, hein, d'ailleurs. Effectivement. Le bossu. Donc Jerry, j'ai le brandy sur moi, je lui propose un verre. Donc le fameux Franklin. C'est ça, Franklin. Et Franklin, il m'indique un indice bien croustillant, c'est, voilà, comme tu as dit plus tôt, moi c'était la salle secrète derrière l'escalier. Je trouve ça excellent, c'est le bon petit indice. Donc qu'est-ce que je fais tout de suite? Bah, sans plus attendre, je cherche l'escalier qui remonte vers le rez-de-chaussée, hein. Et voilà, à ce moment-là, je décide bah tu sais, j'essaie de voir si je peux me mettre derrière l'escalier et je me fais attaquer par des chauves-souris. Ah, et ben là le livre justement me propose de me cacher derrière l'escalier. Et je me dis bah c'est parfait. Bah en fait je me cache derrière l'escalier, les chauves-souris peuvent pas me voir. Et justement le livre me propose est-ce que je veux chercher un passage secret. Donc je tombe sur un bouton, une brique, mais après il me faut un mot de passe. Et donc je cite le mot de passe, voilà, meurtre. Et le mur s'ouvre derrière l'escalier et me révèle une pièce très sympa, ouais, une sorte de pièce de rite. Tu trouves ça sympa? Bah parce que une pièce très sympa, de rituel, avec des gens écartelés. Non, rien de ça, juste un peu cette pièce de trésor, si tu veux. Et c'est là où se trouve au milieu de la pièce non pas un cadavre de Nana où on peut voir ses tétons, ce qui a été censuré du livre, mais plus le poignard Chris. Le poignard Chris. Donc voilà, je trouve l'objet sacré, l'objet qui va me permettre de gagner l'aventure. Et là, je décide de retourner à l'étage. D'accord. Les Chris, pour info, c'est des espèces de poignards courbes, tu sais, à lame un peu en vaguelette. On dirait un peu comme une queue de serpent en fait. Je voyais ça moi comme un sort de poignard, tu sais, cérémonial aztèque, un peu comme un poignard où c'est un serpent et tout au bout il y a la lame qui coupe. C'est ça, c'est un petit peu ça en fait, effectivement. Mais voilà, c'est la lame qui a légèrement recourbé et ondulé en fait. Quoi. Sympa. Alors Jerry, t'as réussi à trouver le poignard Chris, toi? Bah lorsque je suis revenu après 2-3 essais, oui. Bah ensuite on remonte, il me semble. Ouais. Bah tu peux décider de continuer à fouiller. Moi j'ai décidé de remonter. C'est bon, j'ai le poignard Chris, je sais ce qu'il me reste à faire. Bah en fait, moi je crois que je suis remonté tout de suite. Effectivement. Alors par contre, voilà, je trouve une pièce où, bah je crois qu'on trouve tous les deux cette même pièce, hein, comme on se disait. Un miroir. Jerry, la particularité de ce miroir, c'est quoi? Je ne sais plus. Il ne projette pas de réflexion. D'accord, effectivement. Tu te souviens? Oui, ça y est. Alors je fouille la pièce avant de faire quoi que ce soit et je trouve un coffre caché dans un tiroir secret sur le bureau. D'accord. Et là j'entends quelqu'un qui arrive dans la pièce. Donc du coup il est temps de s'enfuir. Et je décide moi de traverser le miroir. Un petit peu comme dans Prince of Persia quand tu... C'est ça. Bah tu sais il faut réagir rapidement, rien à perdre, hein. Allons-y. Hop. Alors je traverse le miroir et de l'autre côté je découvre une petite pièce, donc une pièce secrète. Et j'en profite pour ouvrir le coffre et je trouve une clé en or. La clé en or, ouais. Voilà. Et là en fait dans cette pièce il y a 2 portes.
Et c'est la porte de droite. Et bah ouais, parce que la porte de droite a une poignée et une serrure en or. Donc je me dis, bon, une clé en or, une serrure en or, peut-être que les deux vont ensemble. C'est ça. Bah, j'ouvre la pièce et je découvre une autre pièce où se trouve une clé en fonte avec le numéro 27. D'accord. Oui. Et là, le livre, justement, me fait gagner 2 points de chance. Donc ça, c'est sympa. Parce que j'en ai rarement eu des points de chance ou une réduction de points de peur. Voilà, je prends tout ça et je quitte la pièce, je retraverse le miroir une fois que l'intrus n'y est plus dans l'autre salle. Et toi, Jerry, la même chose? La même chose. Ouais, t'as réussi à avoir la clé en fonte? Le petit répit, en fait, bien plus. Bah écoute, moi justement je continue le chemin et j'arrive devant une porte avec une serrure en fonte. Et là c'est intéressant, c'est le livre Steve Jackson qui nous écrit un peu cette petite énigme, hein, justement pour éviter de tricher. Alors Jerry, hein, certains livres ont ça, hein, c'est ces petits moments où voilà, si on triche on peut pas passer. Donc, comme les sorciers. C'est ça. Et sorcellerie le fait pas mal aussi. On voit que c'est quand même une tactique de Steve Jackson. Bah, comme pour finir le deuxième livre, hein, carré. Hein, si on n'a pas l'indice pour les mots magiques, hein, pour ouvrir la porte. Et puis l'ordre après. Et le bon ordre pour les 4. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Et là, le livre, Jerry, justement, me demande de réduire le numéro indiqué sur la clé du total du paragraphe actuel où on se retrouve. Donc, le paragraphe où on se retrouve, c'est le 323. La clé, tu te souviens, c'est le numéro 27. Donc 323 moins 27 égale 296. Ah, là c'est sympa, hein. C'est ça, le Zelda, le coffre qui s'ouvre, hein, avec les talents majestueux de Link, hein, de trouver les hookshots. Nous, c'est pas le cas, on se trouve pas une super arme qui déboîte. On ouvre la porte qui amène à la salle à manger. Tout ça pour ça, quoi. Voilà. Alors, une table installée pour 2. Et sans plus attendre, moi je décide de tirer la corde pour appeler le majordome. Vu que je lui ai filé un brandy, je me dis peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Donc je tire la corde, Franklin arrive. Et je lui demande justement d'appeler son maître. Là j'ai plus peur, j'ai la dague Chris, je vais m'occuper de lui, Jerry. D'accord. Là le Earl fait son entrée, et je lui annonce que je vais le tuer pour libérer le manoir de l'enfer. Ah ouais, comme ça. Voilà, c'est tout. Je vais te faire la peau, tu vas crever. Ok. Par contre, sachant que Franklin est quand même à ses services, je décide de m'attaquer à Franklin en premier. Je me dis que c'est... Oui, effectivement. Bah, je vais l'abattre, comme ça il va pas me poignarder dans le dos. Et il commence à me fuir. Et en fait, ça devient un Tex Avery où je me retrouve en fait à le courser autour de la table. Et pendant ce temps-là, il y a le Lerle qui est en train de lui crier dessus pour qu'il m'affronte. Mais battez-vous, battez-vous. Je continue à le poursuivre, je me retrouve à le confronter, donc là c'est le combat, et je lui inflige des dégâts en premier avec la dague Chris. D'accord. Et juste après lui avoir apporté le premier coup, Jerry, il se met à pleurnicher et à crier de douleur. Je dis merde, j'aurais peut-être pas dû m'attaquer à lui, peut-être qu'il est vraiment innocent dans toute l'histoire. Et il commence à crier de douleur, et c'est tellement fort que je me retrouve à me recouvrir les oreilles. Ah bah bravo. Ah, bah, ne plante pas avec ta dague, surtout. Non, surtout pas. Et là, Jerry, il commence à avoir de la fumée avec une très grande pression qui commence à sortir du plancher où se trouve Franklin. Et il commence à disparaître dans les vapeurs. Et là, il se métamorphose en Belzébuth, en démon des profondeurs de l'enfer. Ah. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas le Jarl qui est le démon de l'enfer, mais son majordome. Et voilà, je dois affronter le démon de l'enfer avec ma dague Chris. Le combat est quand même assez difficile, mais j'arrive à mettre fin au démon par un coup de grâce. Ah, c'est trop bien. Alors, avant de raconter ce qui se passe, Jerry, raconte-moi ce qui t'est arrivé toi avant d'arriver à ce combat final. J'ai fait... Non, mais en fait, c'était passé exactement de la même manière, sauf que moi, je me suis fait buter par le démon de l'enfer. Ah, merde, t'es mort à la fin. Donc ça y est, t'as abandonné, tu dis fuck. Bah oui, mais en fait, c'était la fin, donc ça, je savais pas. Ah, tu savais pas? Bah non, moi, je pensais que c'était un perso comme tous les autres, quoi. Il y a entre guillemets, tu tombes sur le majordome, il se transforme en démon. Tu fais ouais, ok, pas de problème, c'est pas grave, c'est qu'un gars parmi d'autres, quoi. Donc bon, j'imagine tu veux pas que je te raconte la fin. Bah si, maintenant, on va pas priver les auditeurs. Ah, moi je vais les raconter aux auditeurs, mais pas à toi. Ah, salopard. Alors, Jerry, voilà ce qui se passe. Les auditeurs aussi, j'imagine que vous connaissez très bien l'histoire, hein, ce qui se passe par la suite. Et moi, j'aime beaucoup ce que nous écrit Steve Jackson. Jerry, le monstre tombe au sol en arrachant le chandelier et en écrasant la table de la salle à manger.
Le Jarl court vers lui de tristesse et approche son corps. Et Jerry se met à montrer une affection incroyable, où on voit vraiment, tu sais, comme un maître pour son monstre ou pour son animal de compagnie. Il commence à pleurer et à voir justement que j'ai abattu son être le plus proche. Bubu, il a tué Bubu. Oh non. Oh non, Bubu. Reviens, Bubu. Oh merde, tu me fais sentir mal maintenant. Bah écoute, l'une des bougies du chandelier commence à rouler vers les rideaux et commence à projeter en flamme la maison. Le feu prend vite quand même, hein, et c'est là où je décide de m'enfuir de la maison. Ça y est, je me tire, hein, c'est fini. Non, et je me retourne, faisant face au démon et à son maître, où je les vois justement commencer à être entourés et puis périr dans les flammes, manger, voilà, périr par les flammes, quoi, dévorés par les flammes. Et là, bien sûr, je vois la maison en flammes qui prend, et puis 1 heure plus tard, la maison finit en cendres. Voilà, se retrouve complètement brûlée. Ouais. C'est plutôt une fin méritée pour cette demeure, non? Bah ouais, en même temps, je veux dire, t'es un peu un connard, quoi. Je veux dire, tu viens, tu bues tout le monde, tu fous le feu, tu te casses, et tu bois le brandy, tu bois leur brandy, quoi. Et tout ça parce que j'ai fait confiance à un fantôme qui m'a dit que j'allais être leur cobaye. C'est ça. Ça se trouve, ils voulaient vraiment me faire utiliser le téléphone, quoi. Mais oui. Le lendemain, ils voulaient juste que je me repose. Ils avaient juste. Alors, Jerry, moi, j'aimerais qu'on fasse appel à nos auditeurs. Alors, je sais pas si on s'est gouré, si on a mal lu, ou si on a juste pas eu les paragraphes suivants. Le fantôme nous indique bien de sauver une jeune femme. Ah bah attends, moi je me souviens plus de ce truc-là exactement, mais si ça se trouve, oui. Ouais, moi je me souviens d'avoir lu ça. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire via Facebook, via boîte mail, voilà, nous expliquer ce qui s'est passé. Mais je me souviens, Jerry, que voilà, il y avait une jeune femme à sauver, donc elle a brûlé dans la demeure. C'est vraiment un connard, ça. Mais attends, mais j'ai essayé de la trouver, mais enfin non, pas vraiment. Une fois que j'ai eu la dague crise, je me suis tiré, quoi. Mais ce qui est intéressant, Jerry, je me demande, parce que j'ai les nerfs, parce que je me suis pas rendu compte que c'était le dernier combat, quoi. Bah oui. Pyromane. Bah écoute, je suis désolé, mais bon, il y a le démon de l'enfer, moi je vais le tuer. Assassin. Quoi, ça va là? Assassin de démon. Oh merde, c'est une fin triste, ouais, je sais. Je suis sûr qu'en fait, ce démon, tu vois, il s'était dit non, j'en ai marre de faire le mal, je vais me reconvertir. Il s'est trouvé un bon maître qui faisait faire de la lessive. Arrête, je me sens mal. Et toi, tout ce que t'as trouvé à faire, c'est de venir l'assassiner. Oh non! Oh purée. Alors Jerry, il est temps pour nous de raconter ce que l'on pense du livre. Bah, moi de mon côté, en fait, comme je disais, je l'ai trouvé extrêmement dur. Il a fallu que je le refasse plusieurs fois. Et maintenant que tu m'as dit que c'était la fin et que la fois où j'ai abandonné, bah en fait c'est dommage parce que c'était le combat mais final. Mais t'étais à la fin, quoi. J'ai juste encore plus les Aïe. J'étais vraiment persuadé que c'était juste un ennemi comme un autre, en fait, tu sais, parce qu'il y avait tellement de trucs bizarroïdes. Et je me suis dit, bon voilà, c'est juste ça, bon bah tant pis, de toute façon j'avais plus beaucoup de vie, etc. Donc voilà quoi, je laisse tomber. Alors qu'en fait non, voilà, c'était la fin, bon, soit. Mais sinon, à part ça, moi j'ai vraiment eu l'impression d'un ensemble de puzzles, de pièces, de trucs comme ça, en fait, à affronter. Il y a, comme dit, j'ai jamais vraiment compris qui étaient ces gens, en fait. Qui était le Earl, le vieux, le maître de maison, ouais. Qui était ce démon planqué en majordome, du coup, en fait. Mais j'ai bien aimé la surprise que c'était lui le vrai. Ouais, c'est sympa, ça, le switch là, hein, le twist. C'est ça. Qui était Mordana? Pourquoi est-ce qu'elle était pleine de décomposer dans ce lit? Voilà, il y avait beaucoup de choses en fait que j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos. En fait, le lien entre les personnages, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils sont prisonniers? Est-ce qu'ils essaient de s'échapper aussi? Mais au moins, enfin en même temps, je demande ça, mais je crois que c'est très très compliqué de pouvoir poser vraiment une histoire cohérente tout au long de pièces et de pièges. Peut-être si on avait trouvé la femme qui était servie de sacrifice, on aurait eu un peu plus de résolution. J'avoue. Mais bon, on a complètement zappé la pauvre. Bah écoute, moi Jerry de mon côté, j'aime beaucoup ce livre, je trouve que c'est vraiment sympa, l'investigation en fait, parce qu'on est en train de faire une enquête au début. Alors moi je me sentais vraiment en train d'enquêter en stealth, hein, vu la situation que j'ai eue, en train de me balader dans les pièces, en train de comprendre où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, et une fois que je rencontre le fantôme, qui m'indique ma quête, c'est là que je me dis ok, étape 1, trouver la dague Chris, étape 2, trouver la femme.
Et puis étape 3, voilà, abattre le démon des profondeurs qui règne sur la maison. Donc il y a vraiment ce côté sympa d'intrigue, je trouve vraiment chouette. Et le côté que ça soit pas heroic fantasy, c'est bien écrit aussi, quoi. Ça marche, c'est vraiment excellent. Moi je pense que je l'ai joué plus Lovecraftien ou plus The Shining, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le type qui rentre dans un truc, dans une baraque un peu bizarre, qui tout d'un coup commence à trouver en fait le maître de maison un peu louche, qui est influencé par l'alcool en mode ancien alcoolique, qui finalement reprend et qui commence à essayer de courir partout dans les couloirs en hurlant, je veux sortir. Il y avait plus de ça en fait. Ouais. C'était aussi rigolo. C'est une autre façon d'aborder le truc. Une autre expérience. Ça m'a fait beaucoup penser également à un film que tu as peut-être vu en fait, que j'ai trouvé excellent. Qui revisite un peu le genre et les codes habituels du film d'horreur avec le truc La Maison Isolée, où il se passe des trucs bizarres. C'est The Cabin in the Woods. Le scénario de Joss Whedon. Oui, c'est ça. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça également, c'est-à-dire avec le mishmash de monstres, de trucs, de rituels, que c'est important que les gens viennent pour se faire. Enfin bref, je vais pas spoiler, mais sans le côté comique, hein. Sans le côté comique, effectivement. Enfin, si, j'ai rajouté c'était mon propre ingrédient, j'ai envie de dire, le côté comique. Mais voilà, ça m'a aussi beaucoup fait penser à ce film. Ouais, c'était vraiment une bonne aventure, vraiment sympa. Moi, je le recommande pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Ou même, je sais pas si c'est un peu difficile comme premier livre à commencer si on lit pas, si on veut s'initier au livre dont vous êtes le héros. C'est quand même une aventure assez difficile, hein. Ouais, je trouve que ça peut, enfin bon, ça peut mettre des standards assez hauts du coup pour la suite, pour les autres bouquins. Mais c'est une chouette aventure. Hein. C'est une chouette aventure et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. Quand on commence par ce bouquin, je pense qu'on est blindé pour la suite et qu'on est capable d'inventer un petit peu tous les fighting fantasy. Voilà, mais c'est le début un peu difficile. C'est ça. Voilà. Ah bah, il est à la dure. Parce que ça peut décourager rapidement. Hein. Peut-être que ça peut décourager sur le fait d'arriver au bout. Ça, c'est vrai que c'était quand même pas facile. Mais par contre, ça donne envie d'y replonger pour apprendre et comprendre en fait les indices qui nous ont été donnés pour pouvoir aller plus loin. Bah écoute, moi je suis assez content effectivement qu'on ait fait cette aventure. On en avait parlé depuis quelque temps. Et c'est une recommandation. Hein. Le livre n'a pas vieilli du tout et toujours magnifique à lire aujourd'hui. Hein. Là, c'était vraiment prenant. Hein. Je t'admets que la première soirée, je tweetais en fait là où je me retrouvais dans le livre. D'accord. Voilà. Je me dis et puis c'est sympa parce que j'ai eu un favori de Tin Man Games. Voilà, rétro gaming. C'est du rétro gaming en fait. De quoi ? Tu es en train de tweeter en fait avec un moyen moderne sur un truc super vieux qui est les livres. Ah en fait. Ouais, j'y ai pas pensé, tiens. Eh oui. C'est sympa. Alors Jerry, pour notre prochain épisode, on réserve une petite surprise. Ah ouais, laquelle ? Ah bah je te le dis pas, tu verras. Ah punaise, tu fais avoir. Voilà, une surprise pour nos éditeurs et pour toi aussi. Ah ouais. Auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire à notre boîte mail bureau@to-ceti.org, TAU-CETI, ou nous écrire directement sur notre page Facebook To-CETI. Et si vous voulez nous suivre pour savoir exactement quand les nouveaux podcasts sont postés, vous pouvez nous suivre sur Twitter via To-CETI Production. Bon, avant de se quitter, tu nous annonces un petit peu le morceau sur lequel on va se dire au revoir. Ah, bah, avec plaisir. Encore une fois, une recommandation de Constantin. Alors, on va s'écouter Hanin Elias et le morceau s'intitule In Flames. C'est très à propos. Ah bah, on reste dans le thème pour tout le podcast, non? Ah bah oui, là c'est bien. Une petite fin en flamme, c'est parfait. Il y a tout qui brûle, hein. C'est ça. Voilà. Allez Jerry, je te souhaite une excellente fin de journée et puis je te dis au prochain podcast. Ah, ciao à tout le monde. Salut les auditeurs.